territoire Sénat. Bonjour Saveria, c'est l'actualité parlementaire et politique avec les titres ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Emmanuel Macron poursuit son itinérance mémorielle. 11 départements, 17 villes. Une démarche historique et politique pour renouer avec les Français. On en parle avec mon invité, le sénateur du Haut-Rhin, ancien ministre Jean-Marie Bockel. Le chef de l'État renoue avec la mémoire. Il tente aussi de renouer avec les Français. Un travail de reconquête loin d'être facilité par la colère autour de la hausse des prix du carburant. Une hausse assumée encore ce matin par Emmanuel Macron. Le gouvernement va dans la bonne direction. Agnès Buzyn invite tous les Français à se faire ouvrir un carnet de santé numérique. La ministre de la Santé lance officiellement aujourd'hui le dossier médical partagé ou DMP. Le dispositif est généralisé aujourd'hui sur tout le territoire. Et on commence donc avec ce carnet de santé numérique, le DMP pour dossier médical partagé. Après avoir été testé dans plusieurs départements depuis 2016, ce carnet numérique, né de la loi santé de Marisol Touraine, est lancé aujourd'hui officiellement sur tout le territoire. Je vous propose d'écouter Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, était l'invitée d'audition publique hier. Nous avons déjà 1 million de carnets ouverts, de dossiers médicaux partagés. Ça va être un outil très important de communication entre les professionnels. Et donc je demande à tous les Français d'aller se faire ouvrir ce dossier médical, soit sur Internet, sur le site Amélie de l'assurance maladie, en tapant dossier médical partagé ou mon dossier médical, et soit chez leurs pharmaciens. Les pharmaciens peuvent aider les Français à ouvrir le dossier médical, et les Français choisissent les médecins ou les kinés ou les infirmières qui auront accès. Et donc c'est eux qui choisissent leurs professionnels de santé autorisés à lire leur dossier médical. Comment calmer la colère autour des prix du carburant? La flambée des taxes cristallise les tensions ce matin. Dans une interview, Emmanuel Macron persiste. Le gouvernement va dans la bonne direction. On doit taxer davantage ceux qui polluent. Néanmoins, le gouvernement va travailler à améliorer le chèque énergie, annonce du chef de l'État. À l'instant, la droite, elle, en profite. Elle promet un chèque carburant pour les plus modestes. Les explications de Fabien Riquer. 1,71 € le litre de gasoil à la pompe. Porte d'Orléans à Paris, les automobilistes sont en colère et l'argument de la transition écologique ne passe pas. Mais l'environnement, je pense que ce n'est pas l'augmentation, ce n'est pas fait subir la population, les citoyens qui travaillent déjà, qui ont besoin de la voiture. C'est très cher et j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui prennent en fait. Alors que la grogne monte, 2 députés LR font une proposition. Damien Abad et Guillaume Pelletier lancent un appel des territoires et une pétition pour la création d'un chèque carburant. D'une valeur de 100 €, il serait alloué à 13 millions de Français vivant dans les territoires ruraux sur le modèle du chèque restaurant. L'idée est loin de faire l'unanimité. C'est débile, parce que cela veut dire une fois de plus que les républicains ne savent pas où ils habitent. Ça veut dire qu'ils acceptent les hausses des taxes. Ils acceptent les hausses de taxes et ils veulent donner une compensation par une usine à gaz bureaucratique. Vous allez m'expliquer comment on va donner un chèque de 100 € à qui, en fonction de quoi? Chez les Républicains, on soutient officiellement l'initiative de Damien Abad et Guillaume Pelletier, alors que les modalités de financement d'une telle mesure restent relativement floues. Il n'y a aucune difficulté sur les modalités, nous les préciserons et nous serons amenés à les préciser. Depuis 2011, Laurent Wauquiez avait déjà proposé un chèque carburant et il est important que nous puissions aider les Français qui vont travailler avec leur voiture. Une façon pour les Républicains d'accompagner la fronde des automobilistes sans pour autant appeler au blocage le 17 novembre. Interrogé ce matin, Bruno Le Maire confirme quant à lui que la hausse des taxes sur les carburants ne serait pas suspendue au 1er janvier prochain. Voilà, et on poursuit l'actualité parlementaire et politique. Il en a été beaucoup question ce matin dans cette émission. Emmanuel Macron poursuit son itinérance mémorielle, Saveria. Le chef de l'État au chevet des territoires meurtris par la guerre et des territoires meurtris par les crises économiques. 11 départements, 17 villes. Une démarche à la fois historique et politique dans des lieux symboliques pour renouer avec la mémoire et renouer avec les Français. Jordan Klein. Cérémonie militaire, revue des troupes des Pots de Gerbe. Ce lundi à Morhange, en Moselle, le président a rendu hommage aux dizaines de milliers de soldats tombés au combat durant cette bataille d'août 1914. 100 ans après la fin de la Grande Guerre, Emmanuel Macron a souhaité se rendre dans des lieux de mémoire, comme ici, qui n'ont jamais été visités par ses prédécesseurs. Alors face à des enfants venus pour l'occasion, c'est avec pédagogie qu'il leur parle.
pour pas que ça se reproduise. Et de rendre hommage aux personnes qui courageuses. Un peu plus vieux, pas tellement. Et ce n'est que le début de ce que l'Élysée a appelé une itinérance. 7 jours, durant lesquels Emmanuel Macron va traverser 11 départements, 17 villes et parcourir près de 1000 km. Un déplacement jamais vu depuis le général de Gaulle. Une longue séquence qui revêt 2 objectifs. Le premier, s'arrêter dans les lieux de mémoire incontournables de la Première Guerre mondiale, comme Verdun ou la Somme. Le deuxième, tenter de redorer son image alors qu'il traverse un trou d'air politique. Il ira à la rencontre des Français, mais aussi des entreprises dans ces régions souvent victimes de la désindustrialisation. Une semaine très médiatique donc, pour une opération reconquête des territoires. Voilà, deuxième interview politique de cette émission. Dans un instant, le face-à-face. Face-à-face avec Jean-Marie Bockel, bonjour. Vous êtes sénateur centriste du Haut-Rhin et ancien ministre. Merci. Bonjour Jean-Marie Bockel. La tournée mémorielle d'Emmanuel Macron dans l'Est et le Nord de la France. Vous avez beaucoup travaillé, vous, sur la mémoire des conflits. Vous êtes secrétaire d'État, vous avez été secrétaire d'État aux anciens combattants. Il est important, il est majeur ce déplacement. Quelle est sa portée symbolique ? Si vous voulez, il y a 10 ans, avec le président Sarkozy, après le décès, là aussi, moment symbolique du dernier des poilus, dans la perspective des commémorations, l'objectif c'était de passer de cette période où il y avait des survivants, où il y avait des anciens combattants, à une période mémorielle que les Français doivent partager parce que c'est leur histoire, c'est ce qu'ils ont en commun, et c'est donc en termes de cohésion nationale, de regard sur l'avenir, quand on n'a pas de racines, on n'a pas d'avenir, un moment essentiel. Quelle est la portée politique de cette itinérance ? Est-ce que c'est avant tout d'abord une belle intuition politique ? Bon, la guerre de 14 s'est jouée dans ces régions-là. Et comme le disent les reportages, ce sont aussi des régions qui, depuis, ont beaucoup souffert, ont vécu des grandes reconversions, plus ou moins réussies. C'était des régions très industrielles. Et donc, elles ont encore ce vécu en elles-mêmes. Et avec la spécificité, d'ailleurs, de régions comme l'Alsace, où il y avait cette période où j'avais un grand-père dans l'armée allemande, un grand-père dans l'armée française, enfin bon. Mais il était d'ailleurs l'an dernier au Hartmannswiederkopf, qui était le front des Vosges, mais qu'il soit donc dans toutes ces régions-là, en fait c'est là que ça s'est passé, tout simplement. Et l'itinérance, c'est une manière de dire, on ne privilégie pas un endroit par rapport à un autre. On peut tout à fait le comprendre. Alors ces 5 jours sur le terrain pour le président, est-ce que c'est pas aussi une façon pour lui, pour le chef de l'État, de renouer avec les Français, avec les territoires, alors qu'on le dit, on l'a beaucoup dit, coupé des réalités. Il donne beaucoup d'interviews depuis 2 jours, on l'a vu. Oui, alors là, je suis plus réservé, parce que on ne peut pas mélanger les genres. C'est un mélange des genres qui non, mais je ne fais pas de procès d'intention. Mais si on veut réussir le travail mémoriel, il faut être tout à son affaire. Qu'on en tire quelques enseignements pour le présent et pour l'avenir, oui. Mais mélanger une itinérance mémorielle avec des sujets d'actualité, avec la réponse à des grognes ou à des impatiences, ça ne me choque pas particulièrement, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'abord d'être dans l'écoute, dans la compréhension des ressorts de la colère et dans des réponses concrètes. D'autant plus que, visiblement, le chef de l'État, depuis hier, il rencontre beaucoup de gens, il rencontre des élus, mais il ne rencontre pas les Français sur le terrain. C'est une erreur ? Bon, il y a des impératifs de sécurité. Il y a aussi le fait, j'imagine, que si des grognes comme des gilets jaunes et autres s'exprimaient sur des lieux de commémoration, évidemment, c'est un message qui serait brouillé. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas faire les deux. Une chose est cette séquence, une autre chose est le contact à renouer avec le peuple. Mélanger les deux, à mon avis, ça ne peut pas fonctionner. Alors justement, vous parlez de la grogne autour de la hausse des carburants. Cette hausse des taxes des carburants qui cristallise, on l'entend bien, la colère des Français actuellement, dire aux gens, je vous entends, ce que Emmanuel Macron dit, ce que Édouard Philippe dit, ce que le gouvernement dit depuis 2-3 jours, on vous entend, on assume, on ne change rien, ou très peu, c'est ce qu'il a dit ce matin, on ne change que très peu de choses. Est-ce que ça ne donne pas tout simplement le sentiment qu'on se moque des Français ? Moi, je dirais que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La question de la grogne sur le prix de l'essence, c'est une vieille affaire. Ce n'est pas la première fois. Mais là, ça arrive après tant de mesures souvent incomprises et le sentiment
d'une grande partie de la classe moyenne, et notamment, je dirais, les catégories les plus populaires de la classe moyenne, parce qu'on parle des pauvres, c'est important, hein, mais la classe moyenne a l'impression que c'est toujours elle qui est taxée, c'est jamais elle qui est aidée, c'est toujours pour elle les augmentations d'impôts, et là il est confronté tout simplement à un sentiment de ras-le-bol, de goutte d'eau qui déborde. Et à ce moment-là, on n'est plus vraiment dans le rationnel, donc ça va être compliqué, si vous voulez. Le chef de l'État annonce ce matin travailler sur le chèque énergie, c'est pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Je pense que ça n'est pas suffisant. On ne peut être que d'accord avec l'objectif de réduction de l'empreinte carbone. On ne peut être que d'accord avec des objectifs de moyen et long terme qui commencent tout de suite. Mais il y a une pédagogie. Et là, l'exécutif est confronté à une difficulté majeure de pédagogie parce qu'il y a eu trop d'erreurs, parce qu'il y a eu trop de, comment dirais-je, de manque d'écoute. On accepte un effort quand on a le sentiment que c'est juste. Et là, ils n'ont pas ce sentiment, les Français. Jean-Marie Bockel, quelques mots sur les élus locaux et le malaise actuel ressenti par ces élus. C'est un sujet sur lequel vous avez travaillé. Avant d'en venir à vos propositions, comment on diminue la fracture qui se crée, qui est grandissante entre les élus, les citoyens et bien sûr l'exécutif? Si vous voulez, soyons positifs. Il y a quelques semaines, et notamment à l'initiative du président Larcher, il faut bien le dire, on va venir à vos propositions. Un changement, non, je ne parle pas de mes propositions. Il y a eu un changement de méthode. On est davantage dans l'écoute. Du côté des collectivités, on a eu l'intelligence, et le président du Sénat y est pour quelque chose, d'être unis. Donc on ne peut plus diviser pour régner, si je puis dire, sur ces questions. Et on est unis dans nos demandes. On a également l'objectif d'être responsable. Hein. On sait que tout n'est pas possible. On sait que les temps sont durs. On sait qu'il y a le rejet peut-être d'un certain nombre d'aspects du travail de l'exécutif, voire d'un certain nombre de personnalités, de styles. Mais nous aussi, nous sommes concernés. Donc nous sommes responsables, nous sommes unis. Et de l'autre côté, on nous dit qu'on va vers une plus grande écoute. Alors, justement, vous venez de présenter avec le président du Sénat, avec Gérard Larcher, des pistes, un grand rapport pour réformer le statut de l'élu. Quels sont les axes que vous proposez et pourquoi, tout d'abord, faut-il réformer ce statut de l'élu ? Bon, on ne propose pas un grand bouleversement, parce qu'on sait que depuis des années, ce statut a évolué, ce que j'appellerais plutôt les conditions d'exercice du mandat local. D'ailleurs, il y a eu des moments importants, comme par exemple un rapport de M. Sueur et de Mme Gouraud, quand elle était sénatrice, qui ont fait l'objet de mesures. Mais aujourd'hui, avec la crise des vocations, avec le malaise, dont ça n'est pas la seule cause, bien entendu, il y a de nombreuses causes, l'enchevêtrement des textes de loi, la baisse des dotations, le sentiment des maires et des élus locaux, d'avoir constamment la pression de ne pas être compris. Donc là, apporter des réponses là-dessus, c'est aussi une manière de, en quelque sorte, à nouveau les reconnaître. Alors il y a quelques priorités, bien entendu. En Allemagne, il y a des maires professionnels. Vous parlez de la crise du statut de l'élu. Pourquoi les maires professionnels, vous ne proposez pas ça en France? Pourquoi ça ne marcherait pas d'avoir des maires professionnels en France comme il y en a en Allemagne? Je connais bien, je suis frontalier de l'Allemagne et nous évoquons cette possibilité dans notre travail pour l'écarter, considérant que c'est un système complètement différent avec beaucoup moins d'élus. Il y a environ 8000 communes en Allemagne. Elles ont été regroupées il y a déjà un demi-siècle de manière... 8000 comparé aux 36 000 communes françaises. Donc si vous voulez, on peut travailler différemment avec beaucoup moins d'élus. Nous, on pense que le nombre important d'élus, y compris d'élus bénévoles pour la plupart, les fameux 500 000, c'est une richesse pour la France, pour la proximité et tout ça, ça compte pour les zones rurales. Et donc, nous essayons d'apporter des réponses adaptées à la réalité française. La question des indemnités existe, nous faisons des propositions, mais ce n'est pas la première des demandes. Vous savez, on a fait un questionnaire. Quelle est la première des demandes ? On a eu 17 000 réponses. Bon, il y a la compatibilité avec la vie professionnelle et personnelle. Nous avons quelques réponses pour qu'elles soient meilleures. Il y a également le statut social. C'est très compliqué. Et parfois, les élus ont le sentiment de ne pas savoir à quel système de protection ils peuvent se rattacher. Il y a l'après-mandat. Donc, la préparation de l'après-mandat, c'est la formation. Et il y a un sujet, je dirais, au niveau de la sensibilité qui est majeure, c'est le risque pénal pour des délits involontaires. Le sentiment qu'il faut toujours un responsable et c'est toujours sur le maire que ça tombe. Là aussi, on fait des propositions qui ne sont pas démagogiques et j'ai le sentiment, car on a fait un travail toute sensibilité confondue, on a été soutenu par le président du Sénat, on a dialogué avec le gouvernement et on sent qu'il y a aujourd'hui une écoute et peut-être que le congrès des maires permettra des avancées, je l'espère. Justement, pour terminer sur cette question, pour terminer rapidement, vous avez présenté ce rapport à l'Élysée la semaine
semaine dernière. Vous avez vu Emmanuel Macron. Non, mais vous l'avez vu dimanche soir à Strasbourg. Rapidement, oui. Et il vous en a parlé de ce rapport. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il a marqué son intérêt. Je savais qu'il y avait un intérêt à cela. Il a été bien reçu. J'ai vu, il a été bien reçu. Hier, nous avions, avec Jacqueline Gouraud et les représentants de l'ensemble des associations, une réunion très concrète pour voir quelles sont effectivement les priorités qu'on peut partager. Le travail du Sénat a été salué. C'est maintenant à l'exécutif. Pardon ? Que vous a dit le président? Que c'est un très bon travail et qu'il allait s'en inspirer. Voilà, alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Très bien, merci. Jean-Marie Bockel. Vous étiez favorable à cette entité alsacienne, cette fusion au Rhin-Bas. Vous pensez, ça y est, compétences spécifiques sont bien délimitées, très vite? Principe de réalité, on ne revient pas sur les grandes régions, le président l'a dit, donc on a la possibilité de se fusionner avec des compétences nouvelles, d'avoir une collectivité européenne d'Alsace, donc une réponse au désir d'Alsace. Je pense que c'est une bonne étape que nous franchissons. Merci Jean-Marie Bockel. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel. Merci. On passe à l'agenda tout de suite, merci. Oui, allez. Voilà, Jean-Marie Bockel quitte ce plateau et c'est l'agenda aujourd'hui. Que se passe-t-il? Alors aujourd'hui, il faudra suivre à 14h30 aujourd'hui au Sénat la nouvelle lecture en séance de la proposition de loi sur la lutte contre la manipulation de l'information, la loi Fake News. C'est un texte qui avait été rejeté par les sénateurs en première lecture. C'est donc la nouvelle lecture à suivre cet après-midi à 14h30 en séance. Demain matin à 9h, il faudra suivre l'examen du rapport, le début de l'examen du rapport d'Albéric de Montgolfier. C'est le rapporteur général du budget ici au Sénat, le projet de loi de finances 2019. Et puis enfin, un dernier temps fort, jeudi à 10h30 en séance, une proposition de loi, une PPL, sur la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un texte qui est porté par le sénateur RDSE Jean-Claude Requier. C'est à suivre donc jeudi à 10h30 en séance. Voilà, et Saveria, vous suivrez ça comme d'habitude. Voilà pour l'agenda. On passe maintenant à l'œil 2 dans un instant. Bonjour Jean Massier et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes devenu un régulier maintenant. Absolument. Merci d'ailleurs. Bonjour Jean Massier. On va parler avec vous de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera reçu demain pour une longue interview, une heure et demie. Alors vous avez, en vue de cette interview demain matin, sondé les internautes, les jeunes, à propos de cette interview, de ce qui interpelle le public, les jeunes aujourd'hui. Quelles questions intéressent vis-à-vis du président du Sénat les jeunes aujourd'hui ? Les questions qui ont intéressé les internautes vis-à-vis du président du Sénat, c'est d'abord des questions sur le rôle des institutions. Et c'est vrai qu'on a vu le Sénat évoluer ces derniers temps dans l'esprit général comme un contre-pouvoir, non pas tant là pour bloquer que pour restreindre les ardeurs de la République En Marche qui est ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qu'on voit apparaître et donc il y a des questions qui sont posées à Gérard Larcher sur comment peut-on faire évoluer cette vieille institution qu'est le Sénat pour lui permettre de jouer son rôle. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, grâce à l'affaire de Benalla, les internautes maintenant perçoivent le Sénat comme un véritable contre-pouvoir. Absolument, l'affaire Benalla a joué un rôle assez énorme en ce début de quinquennat vis-à-vis du Sénat. Le Sénat a joué son rôle, le rôle qu'aurait peut-être d'ailleurs dû jouer l'Assemblée nationale de son côté, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est le Sénat qui est apparu comme le contre-pouvoir, celui qui fait la bascule, et qui en fait fait simplement le rôle qui est attendu d'une chambre parlementaire, contrôler l'action du gouvernement, poser des questions, piquer un petit peu l'exécutif parfois. Mais quelles sont les questions précisément qui interpellent le public ? Les questions qui interpellent le public, c'est le rôle des citoyens dans l'élaboration des lois, dans l'élaboration et dans le travail parlementaire. Quelle est la place, non pas des représentants, mais des représentés dans tous ces processus-là? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup émerger, notamment sur Internet, un vrai désir des internautes de participer, soit en répondant à des pétitions, comme c'est souvent le cas, mais aussi plus directement dans les processus. Et au-delà de ce désir de participation, il y a aussi un peu de défiance, hein, c'est ça dans ce qui remonte? Toujours évidemment de la défiance, bien sûr. Pourquoi précisément pourquoi? On est à un moment de crise de la démocratie et les internautes ne se retrouvent plus dans nos vieilles habitudes institutionnelles où de gros paquebots comme l'Assemblée nationale, le Sénat, gèrent un petit peu en autonomie et seuls l'ensemble des affaires du pays. Il y a une vraie volonté de dépasser ça, il y a une volonté de transparence, il y a une volonté de contrôle, il y a une volonté d'avoir son mot à dire, non pas seulement au moment des votes ou des divers référendums qui sont assez rares, mais même pendant les mandats, de pouvoir interpeller directement les parlementaires pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc si je vous écoute, en fait, il y a toujours une double lecture dans l'image du Sénat auprès des internautes.
avec notamment de la défiance, de la prudence vis-à-vis de Bien sûr. l'institution. Le Sénat reste mal aimé. Le Sénat reste une institution mal aimée, notamment des jeunes. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école, on comprend pas très bien son utilité et son mode de fonctionnement. Ceci étant, on apprend de plus en plus et on comprend de plus en plus que le Sénat a un rôle non négligeable sur la question des territoires. Or, les territoires sont vus par les internautes et les citoyens comme des lieux d'action concrète. Mais justement, dernière question, est-ce que les internautes ne sont pas inquiets de voir les territoires moins bien représentés en vue de la future réforme J'ai effectivement reçu des questions en ce les sens-là. internautes en parlent? La baisse du nombre de parlementaires par habitant interpelle. Il y a des questions qui sont posées sur est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est vraiment utile à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'autre à inventer, est-ce que finalement la solution à la crise démocratique n'est que dans l'arithmétique électorale du nombre d'élus par département, ou est-ce que c'est ailleurs dans la méthode? Donc c'est pas forcément une mesure qui séduit d'office les jeunes? Pas beaucoup plus Parce que qu'on ça. pourrait penser que c'est le cas. En tout cas, c'est souvent vu comme un faux débat. Le vrai débat, il n'est pas là. Il n'est pas sur le nombre de sénateurs ou le nombre de députés, il est sur la méthode, la manière de fonctionner. On vous retrouve demain, bien Merci sûr, dans pour l'émission cet éclairage. consacrée à Absolument. Gérard Larcher, 1h30 d'entretien en direct demain matin. Jean Massier, question aux sénateurs sur le site internet de Public Sénat. Il y a des Merci, figures Jean. qui se dégagent ou pas Il y a des figures qui se dégagent, oui, on a reçu Fabien Gay la semaine dernière, le sénateur communiste, qui a beaucoup plu, qui a parlé un petit peu de son parcours. Il est jeune, il a 34 ans seulement, sénateur à 34 ans, ça a beaucoup interpellé. Et demain, on recevra Fabienne Keller. Merci beaucoup, Jean Merci, Massier. Jean. On passe à la revue des unes de la presse quotidienne et nationale dans un instant. On commence avec l'horreur à Marseille, à la une de la Provence, bien sûr. Une course contre la montre dans les Gravats alors que 10 personnes manquent toujours à l'appel. 2 immeubles se sont effondrés lundi rue d'Aubagne, une rue très fréquentée du centre-ville de Marseille. Le premier était muré, le second était encore habité. Un habitant a vu le bâtiment s'effondrer sur ses 2 amis. Autre témoignage à lire dans la Provence. Les riverains qui avaient alerté les autorités sur le danger. Ils parlent dans le quotidien et puis il faut lire l'éditorial de Romain Capdebon sur cette tragédie annoncée, sur le choc après l'effondrement. On se serait cru en Syrie après un bombardement. Emmanuel Macron qui exprime l'affection, la solidarité de la nation. Christophe Castaner était sur place hier soir. Le ministre de l'Intérieur qui s'est dit peu optimiste de retrouver des survivants. 4 pages spéciales dans la Provence aujourd'hui. Et puis la polémique qui continue bien sûr autour des prix du carburant à la une du Courrier Picard aujourd'hui. Comment calmer la colère autour des prix du carburant? Cette flambée des taxes cristallise les tensions. La colère monte alors que se profile la grande mobilisation du 17 novembre. La région Hauts-de-France montre l'exemple. Le gouvernement étudie la généralisation de l'aide au transport mise en place dans la région. Les habitants de la région peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une aide de 20 € par mois sur leur trajet domicile-travail. Emmanuel Macron a annoncé ce matin vouloir défiscaliser l'aide au transport de 20 € par mois, des solutions innovantes promises par le président. Voilà, itinérance mémorielle, suite du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Est, Saveria. Le chef de l'État inaugure aujourd'hui à Reims le monument aux héros de l'armée noire. 400 personnes sont invitées et un président qui veut parler de la France d'hier et de la France d'aujourd'hui. Ce matin, Emmanuel Macron est aux Éparges pour un recueillement devant la statue de Maurice Genevoix. En début d'après-midi, il sera à Verdun pour une cérémonie avant donc l'arrivée à Reims. Et demain, tout le gouvernement dans son ensemble sera à Charleville-Mézières pour un conseil des ministres décentralisé. Et on termine avec les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Leur site internet est Europa Park. C'est l'histoire du jour. Europa Park, un méga projet de téléphérique au-dessus du Rhin. Europa Park, c'est le 2e plus grand parc d'attractions d'Europe. Il se trouve en Allemagne. Les propriétaires lancent un projet un peu fou. Un périphérique géant. Europa Park veut construire un téléphérique pour relier la France à son parc d'attractions. Un accord a été trouvé entre la direction du parc et l'Élysée. Le projet a été présenté et salué hier par Emmanuel Macron, le président, qui salue donc cette idée franco-allemande dont l'investissement en France permettra de créer des milliers d'emplois. Enfin, un cri d'alarme à la une de Sud-Ouest, cri d'alarme des hôpitaux et des cliniques.
Avec plus d'1,5 milliard de pertes en 2018, leurs finances sont dans le rouge. Une situation financière périlleuse des hôpitaux publics qui menacent désormais la qualité des soins. Aujourd'hui, les 4 fédérations hospitalières, regroupant public et privé, interpellent le gouvernement. C'est rare et ça en dit long sur les finances des établissements. Reportage donc dans la région où la situation est préoccupante. Merci Saveria. On vous retrouve demain d'ailleurs pour l'émission spéciale que nous consacrons à Gérard Larcher pour 1h30 avec le président du Sénat en direct. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Demain, c'est 7h30, 9h. Rediffusion 12h30, 14h pour l'émission spéciale consacrée à Gérard Larcher. Très bonne journée. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec les meilleurs moments de ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales d'infos. Merci à tous et à demain. Très bonne journée. Au revoir. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Un épais nuage de poussière envahit la rue d'Aubagne. Il est un peu plus de 17 h et les pompiers viennent de provoquer la chute d'un 3e bâtiment qui menaçait de s'effondrer. Il y a des gens qui ont dû être très négligents, ou alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Négligents, hein, on va dire comme ça. Désinvoltes, parce que personne ne peut croire que des gens aient eu intérêt à laisser les choses aller jusqu'à un tel point. Marseille a souffert et souffre encore. 3 immeubles se sont effondrés. Je n'en dirai pas plus maintenant, mais je voulais ici dire l'affection et la solidarité de la nation tout entière. C'est un choix politique. Marseille est une ville endettée à hauteur de 2 milliards d'euros. Eh bien, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut avoir la politique de ses moyens. Il y a une politique municipale qui est menée avec l'État sur le logement insalubre. Ce que nous souhaitons, les élus locaux, c'est que quelquefois ça aille plus vite. Il y a une mobilisation qui a été lancée par les services de l'État pour lutter contre les marchands de sommeil. Comme des trafiquants de drogue. Comme des trafiquants de drogue, parce que c'est ce qu'ils font. Ils trafiquent la vie humaine. Beaucoup de jeunes qui viennent ici viennent en voiture. Quelles mesures comptez-vous prendre pour aider les plus fragiles par rapport à la hausse des prix du carburant, Monsieur le Président? Piéger les gens, leur dire vous polluez, on vous met une taxe, alors qu'ils n'ont pas la possibilité de changer de moyens de locomotion, ça c'est scandaleux. Et je crois que le gouvernement ferait bien d'écouter la grogne qui monte sur ce sujet. C'est une mesure de Parisien, d'un président de la République qui ne se rend pas compte comment on vit. J'ai Bertrand proposé quelque chose que je trouve intéressant sur l'aide au transport pour ceux qui travaillent et qui font plus de 30 km par jour. Pourquoi pas? Aujourd'hui, une taxe carbone dont les recettes sont reversées au budget de l'État et pas à la transition écologique, oui, nous y sommes opposés. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mentir aux Français. La réalité, c'est quoi? 85% de ces augmentations qui sont infligées aux Français vont au budget général de l'État. Autant appeler un chat, cette taxe dite écologique, en réalité, sert à boucler les fins de mois pour l'État. Si vous prenez un petit bout et que vous faites rien sur tout le reste, oui, forcément, c'est perçu comme injuste. Tout ça dans un moment et dans une politique fiscale, je l'ai redit, qui est basée sur l'injustice et sur l'aggravation des inégalités au sein de la société française. Est-ce que vous croyez au scénario ?